Okay. Can you hear me? Yes, yes, now yes. Yes, and I can hear you. Yeah, consider that we have yet 12 attendees that they are in listening mode, so they can Okay. hear us. Okay, just to check. Yeah, exactly. No, don't worry, we can talk. Absolutely, but just to say that Yeah. we have already 12 attendees that they are connected. Okay, good. Federico, are you here? Can you hear us? Voilà.
Bonjour. En fait, nous pouvons commencer notre session du webinaire. Bonjour à tout le monde et j'espère que tout le monde, en fait, il me peut écouter bien. On va commencer avec une brève introduction du projet Bridge the Gap, combler l'écart, que c'est une initiative financée par l'Union européenne, coordonnée par la Fondation internationale hydro-américaine et administration et politique publique, FIAP, mais aussi réalisée en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération au développement, l'Agence autrichienne au développement et l'Agence italienne de coopération au développement. Et aussi, sont deux partenaires du projet sont aussi deux organisations internationales, the European Disability Forum et le Consortium international du développement et handicap. Combler l'écart via contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination de personnes handicapées par les biais de politiques publiques et institutions plus inclusives et responsables. Aujourd'hui, en fait, nous avons la première session de ce cycle de webinaire et on va commencer en fait avec une introduction à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et avec une petite introduction de ces principes, contenus et structures. Aujourd'hui, nous avons comme panéliste Charlotte Axelsson, on va commencer avec une petite introduction de la session. Et après, on va commencer directement avec la présentation de la convention. Et merci Charlotte d'être ici avec nous. Je te laisse la parole et merci. Bon, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cette heure et demie qu'on a ensemble. Et comme m'a dit Alessia, on va parler un peu de le contenu et la structure de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mais je voulais commencer un peu... on va avoir d'abord 15 minutes un peu sur une introduction de handicap, c'est quoi l'handicap, les personnes handicapées, l'évolution du concept de handicap. Et je voulais vous inviter, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce que mon français, je ne suis pas native en français, donc peut-être je fais des erreurs, et n'hésitez pas de lever la main que vous pouvez faire dans votre panel, ou bien écrire des questions dans le chat, que Alessia et Federico va suivre le chat. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas d'interrompre ou d'écrire ça dans le chat. Comme je ne sais pas exactement qui êtes-vous, donc comme un webinaire, c'est un peu difficile à faire participatif. Je veux bien qu'on garde, après ces 15 minutes d'introduction au handicap, un petit questions et réponses, où vous pouvez aussi partager vos expériences et aussi je peux vous connaître un peu mieux. Après ça, on va prendre 30 minutes pour parler de la Convention. C'est quoi la Convention? C'est quoi l'utilité de la Convention? Et qu'est-ce qui peut aider la Convention pour améliorer la situation des personnes handicapées? Et après ça, on a encore 30 minutes de questions et de réponses et aussi de partager des expériences. Bonjour Charlotte, oui. Excusez-moi, c'est Federico ici. Oui. Je voulais juste intervenir, excusez-moi tout le monde pour intervenir, j'ai eu un petit problème de connexion avant, c'est moi normalement qui devais modérer la session. Bonjour à toutes et à tous, veuillez seulement m'excuser pour l'absence, je suis Federico Marti, je suis le directeur du projet. Et du coup, Alessia a déjà fait la présentation de tout et Charlotte t'a
tu as déjà démarré, tu as déjà commencé. Donc, si jamais vous avez des questions, comme Charlotte vient de dire, vous pouvez les poser par le biais soit du chat, soit du panneau des questions que vous avez dans le système de GoToWebinar. Je vous suggère personnellement d'attendre la fin de la présentation de Charlotte parce qu'on aura une session de questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, peut-être veuillez bien vous les noter et les poser à la fin de la session. Donc, voilà, veuillez m'excuser encore pour intervenir maintenant. Et Charlotte, je te redonne la parole. Et voilà, on a déjà une petite question au tout début de la part de Mamadou Diallo sur quelle action entreprendre pour l'application effective de la Convention dans les pays à démocratie surveillée. Mais quand même, c'est une question que je crois à petit, on abordera pendant la présentation. Excusez-moi encore, Charlotte, je te redonne la parole. D'accord, merci Federico. Oui, je crois qu'on commence la présentation et je garde cette question de Mamadou pour on peut discuter après, donc quand on rentre plutôt dans la convention. Donc, au début, les objectifs, on a déjà discuté un peu ça, mais l'objectif des webinaires, c'est surtout de comprendre l'approche basée sur le droit de handicap et aussi mieux connaître les principes clés de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais aussi familiariser un peu de la structure de la Convention et les mécanismes de mettre en place et le suivi, et aussi le rôle de la Convention dans le contexte de coopération internationale du développement. Donc d'abord, on va parler un peu sur l'handicap, les personnes handicapées. C'est quoi l'handicap et les personnes handicapées? Donc c'est un concept qui a été appréhendé de différentes manières et la perception a beaucoup évolué dans les dernières décennies. Donc, pour comprendre c'est quoi le handicap, c'est important de connaître les différentes interprétations proposées par les différents modèles au-delà de l'histoire. Et je veux juste présenter les deux qui est plus connus. Donc, avant, la perception de handicap, c'était que l'handicap, c'est une pathologie individuelle. Le focus, c'était sur l'individu. C'était un problème à résoudre individuel. Et donc, l'handicap, c'était un problème perçu comme un problème de la santé, alors plutôt médical. Et pour ça, la solution menée par la société, c'était plutôt le traitement qui était décidé par les experts médicaux, les experts éducatifs et tout ça, et basé d'un diagnostic. Et donc, l'exclusion sociale était considérée comme un résultat des limites liées à la incapacité. Et le focus était guérir ou réadapter la personne, la normalisation. Là, c'est évolué surtout dans les années 70. Ça a commencé à Royaume-Uni, États-Unis, un changement de tout ce concept. Et, on voit le commencement d'une interprétation radicalement différente en affirmant que les personnes handicapées sont en fait désavantagées, non par un sens de leurs caractéristiques individuelles, mais en fait à cause des limites qui leur sont imposées par les barrières externes et les barrières environnementales. Et là, on commence à parler que l'handicap, c'est en fait une pathologie sociale. Donc, les personnes handicapées sont considérées plus en plus comme une minorité opprimée. Et les problèmes principaux, c'est en fait, c'est pas l'individu, c'est des barrières physiques, des barrières attitudinales, sociales dans l'environnement. Et c'est pour ça qu'on appelle, c'est un handicap, c'est une pathologie sociale. Le problème ne reste pas dans l'individu, mais c'est un problème comment la société organise leurs services et les lois.
Là, on commence aussi de parler que le handicap, en fait, fait partie de la diversité de la communauté. Et la exclusion, en fait, des personnes handicapées, c'est dû à l'interaction de l'incapacité de la personne avec des barrières externes qui sont imposées de la société et de l'environnement. Donc, le focus, depuis 10-15 ans, c'est surtout d'éliminer des barrières physiques, attitudinales, sociales et économiques. Et c'est là qu'on parle de changement de paradigme, en fait. Et pour ça, on va voir ça quand on parle de la Convention, que la Convention, c'est vraiment fait en rupture entre le modèle individuel médical et le modèle social et basé aux droits de l'homme. Donc ça, ici, on voit un peu la conclusion de ce que je viens de dire. Donc c'est... Maintenant, on parle que le handicap ne doit pas être considéré comme un problème individuel et réduit à l'incapacité, mais comme une situation qui résulte de l'interaction entre la personne et son environnement. Et donc, pour réduire la situation de handicap, il est essentiel de réduire les barrières externes qui empêchent la participation, en fait, des personnes handicapées en la base de l'égalité avec les autres. On a vraiment toujours besoin des services, mais on parle plus en plus l'accès à les services, je ne sais pas comment on dit ça en français, mainstream. Donc, les services qui est là pour tous en éducation, santé, emploi, et que les personnes handicapées ont accès à ces services et qu'on ne crée pas les services spécifiques ou spéciaux pour les personnes handicapées. En même temps, il y a certains services spécifiques qui doivent être mis en place, en fait, comme les aides techniques, assistance personnelle ou d'autres services qui sont un peu spécifiques qui peuvent aider l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Et tout ça donne, en fait, le cas que l'handicap est une notion relative, en fait, ce n'est pas un stade fixe. Et donc, on n'a pas non plus une définition stricte. Comme vous savez tous, chaque pays peut avoir son définition de handicap dépendant de quoi, s'il y a des services qui sont liés à un statut de handicap. Mais il n'y a pas une définition stricte, ni à la Convention, et ça peut être différent dans différents pays. Et c'est parce que le handicap, c'est une interaction entre la personne et son environnement, donc c'est changeable. Et ici, c'est juste un petit schéma qu'on peut utiliser pour montrer cette situation. Donc, on a des personnes qui sont différents sexes, âges, incapacités, mais aussi d'autres caractéristiques. L'ethnicité, s'il vit dans un village ou bien dans une ville. Et l'autre côté, on a l'environnement. On a des barrières qui peuvent réduire la participation. On a aussi le support, les services de support qui peuvent faciliter l'intégration et l'inclusion des personnes handicapées. Et en fait, c'est l'interaction entre ces deux choses-là qui fait si les personnes peuvent participer pleinement ou il y a une participation limite dans la communauté. Et c'est ça qu'on appelle maintenant le modèle des droits de l'homme. Et surtout depuis la convention relative aux droits des personnes handicapées mise en place en 2006, on parle plus en plus le modèle droit.
Et en fait, le développement international, la coopération internationale, on parle aussi maintenant plus de modèle de droite. Ce n'est pas un modèle des besoins seulement, mais c'est surtout un modèle de droite. Donc, dans ce modèle, l'handicap est une origine sociale et politique. Et c'est aussi une chose qui est compréhensive et holistique. Donc, on a les droits civils, politiques, qui incluent les droits à voter, la liberté d'expression, etc. Et aussi les droits économiques, sociaux, culturels, incluent la santé, l'éducation et l'emploi. Et le modèle de droit dit que c'est en fait tout le monde a les mêmes droits et aussi doivent avoir le même accès et opportunité de réaliser ces droits. Et le focus doit être en fait égalité des opportunités, un plein et effective participation dans la société. Donc, juste un petit aussi présentation, qu'est-ce qu'on sait sur le handicap et sur les personnes handicapées, qu'est-ce qu'on a comme chiffres et statistiques. Et le fait qu'il y en a vient surtout sur le rapport mondial sur le handicap de World Bank et WHO, l'OMS, où on a la meilleure collection des chiffres et statistiques et évidences qu'on a. Il y a aussi d'autres études qui sont en train de se développer ou qui sont développées qui contribuent à cette statistique. Mais on parle que la population des personnes handicapées est estimée à 15% de la population. Donc, c'est 1 billion de personnes de la population. Donc, on parle d'une minorité considérable de la population et qui entre 110 et 190 millions des adultes a des grandes difficultés fonctionnelles. C'est environ 2,2% de la population. Et ces chiffres vont augmenter, c'est en partie parce que nous vivons plus longtemps, mais aussi parce qu'il y a des maladies chroniques qui sont en augmentation, des accidents de route et aussi des conflits et désastres qui contribuent à cette augmentation des chiffres des personnes handicapées dans certains contextes. Et, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités sur la situation des personnes handicapées si on compare avec le reste des populations. Et aussi le lien entre pauvreté et handicap. Donc, les personnes qui vivent dans la pauvreté ou les personnes qui sont exclues de la société ont plus de risques d'avoir un handicap parce qu'ils vivent dans des conditions défavorables. Ils sont en accès limité à la santé, ils sont en accès limité à l'éducation, et aussi ils travaillent dans les emplois plus dangereux et tout ça. C'est aussi important de parler de la intersectionnalité. Donc, toutes les personnes handicapées ne sont pas également défavorables parce qu'il y a aussi une discrimination entre les différents types d'incapacités. Et les statistiques dans le rapport mondial sur le handicap disent aussi que les personnes handicapées et leurs familles sont souvent plus pauvres et sont aussi plus de difficultés de sortir de la pauvreté. Donc, on a des statistiques, on a des chiffres statistiques et on a des chiffres qu'on peut utiliser aussi quand on va mettre en place des programmes, des projets sur les droits des personnes handicapées. Mais on n'a pas assez d'informations. Je crois qu'on sait tous que ça manque beaucoup de statistiques, ça manque beaucoup de data et informations sur la situation des personnes handicapées, spécifiquement à pays, parce que les personnes handicapées sont souvent invisibles dans les programmes de développement en général,
ils ne sont pas dénombrés en fait dans beaucoup des programmes, des grands programmes de développement. Et on sait que le développement des politiques nationales et internationales sont très liés à l'information, les data qui viennent de la statistique. Et je vais mentionner ça parce que c'est aussi un article important dans la Convention qui aussi parle sur l'importance de créer et de mesurer la situation des personnes handicapées pour améliorer les conditions de vie de ces personnes. Et parfois, peut-être, on fait l'identification des personnes handicapées, mais on ne fait pas un diagnostic sur les barrières qu'ils rencontrent. Ça, c'est aussi un grand manque d'informations. Et pour ça, l'ONU a créé le Washington City Group, une agence pour améliorer les collectes de données sur la situation des personnes handicapées. Je veux juste parler un tout petit peu de ça parce que c'est très important. Pouvoir, par exemple, maintenant je montre une graphique sur la prévalence de handicap dans les pays en Asie Pacifique. On peut voir clairement que en Australie et New Zealand, Turquie, on a une prévalence entre 18% et 12% de personnes handicapées. Et en bas, en fait, dans les pays où ils ne sont pas des statistiques bien définies, comme Philippines, Brunei, Laos, on n'a que de 1 ou 2% de personnes handicapées. Et ça, c'est lié avec le système de collecter des données, le census, comment on dit ça en français, pardon, le household survey, le survey de ménage, où ils ne sont pas des questions sur le handicap, ou ils ont des questions qui ne donnent pas d'informations fiables. On a ici quelques questions qui sont, on peut dire, problématiques, parce que parfois on demande seulement est-ce qu'il y a une personne handicapée dans ce ménage, oui ou non. Et ça, il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas dire qu'ils sont un membre de famille qui a un handicap, parce que pour le stigma ou quelque chose comme ça. Et aussi, quel type de handicap a-t-il ou elle? Là, on catégorise entre visuel, sourd-muette, bras-jambes, multiples ou d'autres. Et ça aussi ne donne pas d'informations fiables. Et aussi le cause de handicap parfois, parce que c'est vraiment difficile pour beaucoup de familles ou des personnes handicapées de savoir c'est quoi en fait. Et cela conduit généralement à une très faible prévalence. Et pour ça, il y a le Washington Group. Ils ont créé un questionnaire un questionnaire qui peut être introduit dans le census ou les grands census et les grandes surveys de ménage. Et vous pouvez lire en plus, on va envoyer après la présentation, où vous pouvez lire un peu plus comment ils sont en train de mettre ça en place. Il y a déjà des pays qui ont utilisé ça. Et ça donne entre 10 et 18% de personnes handicapées. C'est basé sur la convention et en fait, ça ne parle pas du handicap, mais des difficultés fonctionnelles. Et je ne sais pas si je veux dire, mais on a un peu plus le temps. Donc, quelques exemples. On ne demande pas si la personne a un handicap ou pas. On demande, avez-vous des difficultés à voir, même si vous portez des lunettes? Donc ça, c'est pour identifier les personnes qui sont malvoyants ou aveugles. Ou avez-vous de la difficulté à entendre, même si vous utilisez un appareil une aide, pardon,
est-ce que je ne vois pas Pardon, je fais une erreur. Une aide auditive. Et les personnes peuvent répondre non, pas de difficultés, oui, un peu de difficultés, oui, beaucoup de difficultés, ou impossible à faire du tout. Et après ça, le pays ou le census fait la distinction entre des difficultés graves ou des difficultés légères. Et là, on peut mettre le pourcentage entre, pour avoir plus d'informations qui peut aider à développer les politiques et les programmes de développement. Donc, j'arrête là un peu. C'était juste une introduction à l'handicap très, très vite. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ça. Et il y a aussi peut-être le représentant des personnes handicapées dans l'audience. Donc, si vous avez des réflexions, des questions ou d'autres choses à dire, on peut avoir un petit moment d'échange sur ça. D'accord. Merci Charlotte pour cette première partie très, très exhaustive, cette introduction sur le handicap. Avant de passer à la deuxième partie dans laquelle, si j'ai bien vu dans ta présentation, tu aborderas plus en détail certains aspects de la convention. J'ouvre donc un petit moment le débat. Si quelqu'un veut poser des questions, faire des petites réflexions, réflexions, s'il vous plaît, courtes, parce que bien évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous avez jamais quelques points à toucher, aborder, nous sommes à l'écoute. Vous pouvez poser des questions par le biais de la section de questions de GoToWebinar, ou bien lever votre main, bien entendu virtuellement, et je vous donnerai la parole. Donc, si quelqu'un vous pose des questions, j'ouvre donc cette première petite section. Alors, voyons, j'ai là une question. Alors, j'ai deux mains levées, la part de Mor Sokna et de Kadele Elvige. J'essaie à vous donner la parole, sinon vous pourrez poser la question par le biais du chat. Mor Sokna, je vous ouvre maintenant le micro pour poser la question. Voilà, s'il vous plaît. Alors, on n'écoute pas, donc peut-être je crois que vous pouvez poser la question par le biais de la section des questions. C'est plus vite fait à l'écrit. Kadele, c'est pareil pour vous, si vous pouvez essayer à poser la question. Voilà. Alors, je ne vous écoute pas, donc ce serait mieux si vous pouvez poser les questions à l'écrit. Et je prends du coup la question de la part de Claire Veria qui demande, je serais intéressé de savoir si certaines ont déjà utilisé les questions courtes de Washington Group pour collecter des données. Si oui, quelles ont été les difficultés pratiques ou est-ce que cela a été facile à mettre en œuvre sans trop de formation? Charlotte, vous avez quelques éléments sur ça? Oui, il y a des pays qui ont utilisé le Washington Group Short Set, le set court, le site question que j'ai montré. Et le problème était peut-être un peu parce que c'est important de garder les questions dans la même manière et pas changer. Il y a beaucoup de pays qui ont changé un tout petit peu les questions parce qu'ils voulaient adapter à son contexte et tout ça. Donc, ça peut faire, mais ça rend difficile la comparaison entre les pays. Mais oui, je me souviens pas exactement, mais je peux regarder ça après. Je crois qu'ils sont 25 pays qui ont, dans une manière ou autre, utilisé les questions Washington Group. Et en plus, c'était aussi dans le suivi de le SDGs, le objectif de développement durable.
Sustainable Development Goals, il y a un accord d'essayer d'utiliser cette question pour avoir une opportunité de comparer les données et aussi les suivis de les objectifs. Mais il y a beaucoup de challenges parce que ça coûte aussi introduire, même si ce sont que 6 questions, ça coûte aussi d'introduire ça dans une census ou d'autres surveys. Très bien, Charlotte, merci pour cette réponse. Je prends encore, il y a 3 autres questions qui ont été posées à l'écrit. Si tu veux, Charlotte, je te lis les 3 questions pour les répondre ensemble. Donc, en fait, la première, c'est encore de Claire qui refait référence encore aux questions de Washington, qui demande par rapport à l'utilisation par des organisations de la société civile et en particulier de la part des organisations des personnes en situation de handicap elles-mêmes. Donc, s'il y a eu, disons là, c'est des éléments toujours en référence à les questions de Washington. Deuxièmement, Sophie Robin Aliprandi nous demande pourquoi ne pas imposer d'inclure la notion handicap comme cela a été fait pour la notion genre dans l'identification des programmes de développement. Ça serait formidable, je rajoute moi-même. Et encore une question de la part de Kadele Elvige Vincent qui demande, j'aimerais savoir pourquoi la terminologie a évolué de handicap à personne handicapé, de handicapé à personne en situation de handicap. Et après, il y a 2 autres questions par rapport à la notion de handicap et au Washington Group. Je ne sais pas, Charlotte, si tu veux commencer par répondre à ces questions-là, et après, on reprend les 2 dernières. Et après, je fermerai peut-être cette session de questions-réponses. Je passerai à la deuxième phase de la présentation. D'accord. Et par rapport à l'utilisation des Washington Group Questions pour les organisations de la société civile, en fait, ils sont faits pour les grands census, les grandes investigations sur la situation en général. Ils ne sont pas faits pour les plus petites investigations où s'il y a très peu dans une petite région et tout ça, ils ne sont pas faits pour ça parce que ça ne donne pas l'information spécifique sur les barrières ou le niveau de participation sociale. Donc, il y a des petites, comment on dit ça, on a, je sais qu'un handicap international, il essaye de l'ITC ou le Washington Group dans l'urgence, par exemple. C'est un projet qui est en cours, je ne connais pas les résultats, si c'est factible d'utiliser ça ou pas. Mais c'est important de se souvenir, de savoir que cette Washington Group Question, c'est surtout pour le census, pour les grandes investigations sur la situation des personnes. Parce que ça ne donne pas toute l'information. Il y a d'autres méthodologies pour mesurer ça. Pourquoi pas imposer d'inclure la notion handicap comme genre? Je crois que c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, je crois que c'est vraiment important. On n'est pas là encore, mais ce projet, par exemple, c'est un bon exemple de essayer de faire ça, de mainstream l'handicap en développement, dans la coopération en développement. Et je crois qu'il y a des exemples où on a maintenant, par exemple, dans les fonds institutionnels de l'Union européenne, par exemple, on doit mentionner comment ce fonds va être aussi utilisé pour les personnes handicapées. Petit à petit, je crois qu'on voit des améliorations de ça. Et évolution de personnes handicapées en personnes en situation de handicap, là, je ne sais pas si c'est une évolution. Je crois qu'il y a, dans tout le monde, il y a différentes
manière de parler sur les personnes handicapées. Comme en anglais aussi, on dit disabled people ou on dit person with disability. Donc, c'est plutôt, je crois, un choix parfois des organisations de personnes handicapées qui préfèrent un ou l'autre. Et moi, j'utilise personnes handicapées parce que c'est la manière dont la convention, c'est le concept qu'utilise la convention. Mais je sais pas, je peux pas répondre plus que ça dans cette question. Je crois que c'était le 3. Oui, c'est bien ça, Charlotte. Oui, merci. Je sais pas, tu as quelque chose à ajouter? Aussi, les résultats. Oui, dans la présentation qu'on va envoyer, il y a le lien pour entrer dans le Washington Group. Là, il y a une récapitulation de tous les pays qui ont utilisé les Washington Group que vous pouvez étudier un peu plus profond. Parfait. Merci encore. Alors, il y a juste une toute dernière question. Après, je laisserai passer à la deuxième partie de la part de Inoussa Kiemte qui demande je note que la notion du handicap est relative et fonction des pays. Cependant, je voudrais savoir la nuance entre personnes handicapées, personnes en situation de handicap, personnes en situation de handicap. Ça, quand c'est répété, je crois que Charlotte a déjà répondu sur ce point juste avant. Je ne sais pas s'il y a encore quelques petits éléments à rajouter sur cet élément. Non, je crois que c'est surtout peut-être une personne en situation de handicap veut dire ça explique un peu plus que c'est en fait c'est l'interaction entre la personne et les barrières dans la barrière externe qui en fait joue par la notion de handicap qui décrit la situation des personnes handicapées. Je crois que c'est ça la différence, mais je ne peux pas dire exactement en français, je suis désolée, mais je crois que c'est surtout d'essayer de mieux écrire que ce n'est pas la personne qui a le problème, mais c'est la personne qui est en situation de handicap par les barrières externes. Voilà, exactement, ça c'est important à le souligner. Et je trouve que Claire et Verira aussi rajoute un petit point sur ça dans notre chat en disant que personne en situation de handicap est la formulation basée sur l'approche par les droits et démontrer que c'est l'environnement, non la personne qui est cause pour le handicap. Je crois qu'on reviendra aussi sur ça en décrivant un peu ce qui est les principes fondamentaux de la convention, un peu la description de la définition du handicap. Donc, il y a encore quelques questions, mais personnellement, je m'excuse avec les personnes qui posent des questions. Je laisserai ces questions pour la dernière phase dernière partie des sessions de questions-réponses et je laisserai Charlotte aborder la deuxième partie de sa présentation. Je vois déjà là approche des droits de l'homme qui se réfère justement à ce que je venais de dire par rapport aux commentaires de Claire. Et on reprendra ces questions aussi dans la dernière session. Donc, ne vous inquiétez pas, on va sans doute essayer de vous répondre à toutes les questions et les suggestions qui nous arriveront par le biais du chat. Donc, merci encore à tous les intervenants. Et Charlotte, je te redonne la parole. D'accord. Là, on rentre un peu donc dans la convention. Approche des droits de l'homme. Donc, c'est la convention relative aux droits des personnes handicapées a été rédigée et négociée entre 2002 et 2006. Donc, c'était un les conventions des droits de l'homme qui est le plus vite terminé, en fait. Et c'est beaucoup lié à la participation des personnes handicapées eux-mêmes et ces organisations qui disent que là, nous, on fait partie de la même communauté et donc on a les mêmes droits et obligations. Et, la Convention a pour objet, ça s'écrit dans l'article 1, a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Ça, c'est le fondamental de la Convention. En fait, la Convention représente un engagement universel pour transformer la société dans le sens de l'inclusion. Et c'est dans la manière à que les personnes handicapées jouissent des mêmes opportunités, des mêmes possibilités de participation que les autres. Et c'est la Convention, en fait, ne crée pas de nouveaux droits pour les personnes handicapées. Elle réaffirme et énumère les actions nécessaires à leur réalisation. Et c'est important de prendre en compte ça. Donc, ce n'est pas des nouveaux droits, c'est les droits qui sont déjà existés dans d'autres conventions. Mais ici, il réaffirme et il donne à les États des obligations pour réaliser les droits pour les personnes handicapées. Et comme toutes les conventions, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est juridiquement contraignante pour les États parties. Ce qui est nouveau avec cette convention, c'est un outil de développement et en même temps que c'est un instrument des droits de l'homme. C'est aussi un instrument politique qui s'applique à tous les types d'incapacités et à tous les secteurs. Et aussi, très important que la Convention stipule clairement le rôle des organisations représentatives des personnes handicapées, les OPH, comme on s'appelle souvent, qui ont un rôle très clair dans la mise en œuvre, dans le suivi et dans l'évaluation de la Convention aux droits des personnes handicapées. Et ça s'écrit dans différents articles tout au long de la Convention, à l'article 3, 4.3, le 29, le 30, 32, le 33. Quelques faits sur la Convention. Bon, je crois que vous savez tous que c'était être en vigueur par l'ONU, le General Assembly, le 13 décembre 2006. Donc, ça fait plus que 10 ans qu'il est en vigueur. Je n'ai pas vu les derniers, mais je crois que c'est ratifié par 175 États. Et aussi, c'est la première convention qui a été ratifiée par l'Union européenne en 2011. On a maintenant plus de 45 pays qui ont été examinés par la Comité des droits des personnes handicapées. Et la Comité a aussi issu de 7 observations générales sont publiées. Et c'est sur l'article 12, reconnaissance juridique aux conditions de l'égalité, sur le 9, accessibilité, le 6, les filles et femmes, l'égalité de genre, en éducation inclusive, article 24, le vie indépendant, l'article 19, et le dernier qui était publié il y a quelques semaines, égalité et non-discrimination, article 5. Il y a aussi un commentaire général qui est en cours, c'est sur la participation des personnes handicapées. Et cette observation aux recommandations générales donne des conseils et aussi montre les jurisprudences qui existent et peut aider les États, mais aussi la société civile d'implémenter la Convention. Alors, quelle est l'utilité de la Convention? Parce qu'on a dit qu'on ne crée pas de nouveaux droits, mais en fait, d'avoir une convention et les États qui sont partis de la Convention, en fait, la Convention oblige les États de consulter des personnes handicapées à la création de la... Ah non, pardon, je me suis trompée là. En fait, la participation des personnes handicapées en la création de cette convention a
eu un précédent de la participation de la société civile dans la Convention. Et ça note, comme j'ai dit avant, c'est très bien noté dans les différents articles, le rôle des personnes handicapées et ces organisations et leurs familles dans la mise en œuvre et la suivi. Comme je dis avant, c'était vraiment une convention qui marque la rupture avec le modèle médical en reconnaissant la responsabilité de l'environnement, de physique, humain ou des barrières légales. Donc, c'est un changement de paradigme. Aussi, la Convention affirme une approche inclusive du développement. Et il y a aussi un article spécifique sur la coopération internationale et qui dit que le handicap doit être une question transversale de prendre en compte dans toute action de développement et à toutes les échelles. Et aussi, la Convention dit que les États ont l'obligation de prendre toutes les mesures suffisantes pour supprimer les barrières, aborder la discrimination et promouvoir le soutien aux personnes handicapées pour garantir le plein et égale jouissance des droits de l'homme. Donc, la Convention donne une obligation qu'on n'a pas eu en fait avant. Les États parties sont obligés de mettre en œuvre tous les articles et tous les droits pour les personnes handicapées. Donc, la structure de la Convention, on va pas parler dans tous les articles, mais un peu comment sont structurées la Convention. Donc, il y a un préambule qui est en fait dont un peu l'explication précise à la élaboration et les raisons pour lesquelles une convention était nécessaire. On a les articles 1 à 4 qui en fait décrit les principes généraux et les obligations, qui est la première partie de la convention. Et après, on a les articles 5 à 9 et le 11 qui se focalisent surtout sur des thèmes transverses, en fait, qui s'appliquent à l'ensemble du texte. Ces articles sont transversales, ils doivent être appliqués à tous les autres articles. Elle désigne également les femmes et les enfants et aussi aux personnes rendues vulnérables par les situations d'urgence humanitaire. Donc, l'article 11, ça parle aux risques et urgences humanitaires. Les articles 10 à 30, sont des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Là, on a tous les droits sur le vie indépendant, on a aussi les droits à l'éducation, le droit à droit le droit à réadaptation à l'emploi, mais aussi le droit à voter, droit à la vie, donc tous les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. Et c'est important, comme toutes les conventions, il n'y a pas une hiérarchie entre ces droits. Après, les articles 31 à 50 décrit l'aspect relatif à la mise en œuvre de la convention et la suivi. Et là, on peut mentionner encore une fois l'article 32 qui est spécifique sur la mise en œuvre de la convention de la coopération internationale. Et on va parler un peu plus de ça après. En fait, les articles 31 à 50 détaillent aussi la procédure pour la ratification, le type de rapport que l'État doit écrire, envoyer à la comité des personnes handicapées, la formation de cette comité sur les droits des personnes handicapées et les règles d'entrée en vigueur. Ça, c'est la structure de la convention. Après, on a aussi le protocole facultatif qui doit aussi être ratifié, mais jusqu'à maintenant, c'est moins des États qui ont ratifié ça. En fait, le protocole facultatif crée un mécanisme d'examen de plaintes individuelles qui permettent au comité de recueillir les plaintes des particuliers, des individus
ou aussi des groupes, à la condition que tous les recours juridiques nationaux aient été utilisés. Et là aussi, ce protocole facultatif permet également au comité de mener une enquête s'il y a des atteintes graves ou systématiques. Donc, c'est une possibilité des personnes individuelles de faire plainte contre l'État s'il y avait des atteintes graves ou systématiques contre leurs droits. Donc, c'est important les principes généraux qui sont décrits, les 8 principes généraux. Je crois que si on peut nous souvenir ça, c'est bien. Ils sont aussi transversales, donc dans tous les articles, dans l'éducation, dans la vie indépendante, ces 8 principes généraux sont applicables. Je veux les lire. Donc, on a le respect de la dignité, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes. On a aussi la non-discrimination. Je vais parler un peu plus de ça après. On a aussi la participation, l'intégration pleine et effective à la société. On a le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité. Là, on voit aussi l'égalité des chances, l'accessibilité. On a aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, on a le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Donc là, c'est les 8 principes généraux qui sont le fondamental de la Convention. Et entre ces, on a quelques notions clés qui sont aussi quelques notions qui sont nouveaux, donc ils sont pas, dans d'autres conventions, on ne se voit pas. Et ils sont importants pour la pleine et effective participation des personnes handicapées dans la société. Donc, on a la participation qu'on a parlé avant, la participation des personnes handicapées dans la politique, dans la communauté, et aussi dans la mettre en place et la suivi de la Convention. On a le aménagement raisonnable, je crois que c'est comme ça en français, reasonable accommodation, et la non-discrimination. Si on parle de non-discrimination ou discrimination due à handicap, on peut voir cette discrimination dans la vie civile, dans la vie sociale, dans la vie culturelle, vie politique et vie économique. Donc, si on parle de vie civile, par exemple, on peut parler de privation de la capacité légale. Ça, c'est une discrimination due à handicap, que parfois il y a des personnes avec un certain type d'incapacité, souvent une incapacité mentale ou intellectuelle, qui en fait sont privées de son capacité légale. Et là, on voit aussi la institutionnalisation forcée. Donc, on a des personnes handicapées qui sont forcées de vivre dans une institution contre son volonté. On a aussi la stérilisation forcée, on manque d'accès à justice. Ça, c'est la vie civile. Les différents types de discrimination qu'on peut voir pour les personnes handicapées. Après, en vie sociale et culturelle, on a toutes les discriminations qui peuvent être un accès limité à l'éducation, ou bien il y a des éducations spécialisées, ça veut dire une éducation ségrégée ou séparée à les autres enfants, ou aussi une exclusion de la communauté à cause de stigmas ou attitudes négatives.
À la vie politique, il y a le refus du droit à voter. Parfois, ça peut être parce qu'ils ne sont pas accessibles, comment on dit ça en français, où on donne les votes, mais ça peut aussi être que l'information n'est pas accessible ou bien la personne ne peut pas aller dans l'endroit où on fait le vote. Dans la vie politique, ça peut être aussi le refus du droit d'occuper un poste public. Parfois, il y a des conditions des postes publics qui en fait discriminent contre les personnes handicapées. Et après, les vies économiques, parfois, dans certains contextes, les personnes handicapées sont refusées des droits de propriété ou ils sont refusés d'un emploi en raison de son handicap, où ça existe que l'option d'emploi protégé, qui est un emploi protégé dans une institution ou un institut ségrégé. Et en fait, ce qui est nouveau dans la convention, c'est la discrimination comprend aussi le refus d'aménagement raisonnable. Et la notion d'aménagement raisonnable est dans l'article 2 dans la convention. En fait, on entend par les modifications et le ajustement nécessaires et appropriés qui n'imposent pas une charge disproportionnée à la société ou l'entreprise qui est en charge. Et cet aménagement raisonnable, c'est important pour assurer que les personnes handicapées peuvent exercer ces droits sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc, cette notion de l'aménagement raisonnable est donc mis en place pour favoriser la légalisation des chances, en étant à la fois individuellement adapté aux besoins spécifiques d'une personne, tout en n'impliquant pas une charge matérielle ou financière trop lourde. Donc, quelques exemples. En fait, ça peut être d'avoir la possibilité d'avoir un interprète en langue des signes pendant un entretien d'embauche, par exemple. Ça, c'est considéré comme un aménagement raisonnable parce que ça ne coûte pas très cher, mais ça donne les mêmes opportunités pour être embauché pour une personne qui est sourde. Ou par exemple, fournir un clavier en braille à une personne aveugle pour être capable de faire son travail. C'est aussi un exemple d'aménagement raisonnable. Donc, c'est quelque chose qui est individuel, c'est adapté aux besoins précis d'une personne et c'est raisonnable. Ça n'implique pas un investissement disproportionné, mais suffisant pour atteindre le but. Donc, là, c'est un peu... on a aussi le troisième notion clé qui c'est la participation, mais je crois qu'on a déjà parlé de l'importance de la participation et le fait que la Convention aussi donne l'obligation à les États de soutenir la création d'associations de personnes handicapées et leurs familles, et aussi assurer leur participation dans la mise en place de la Convention. Là, on va parler un peu, je vois le temps, 11h30, on va parler un peu des obligations des États ou d'autres acteurs dans la Convention. Donc, quand on parle en approche des droits de l'homme, c'est basé sur une relation entre deux parties, en fait. Les titulaires des droits, qui sont les personnes handicapées et leurs familles, qui sont les titulaires des droits, et
l'entité qui a la responsabilité que ces droits soient réalisés. Donc, c'est l'État et ses composantes. Et c'est important d'identifier les parties. Et les droits de l'homme doivent être garantis par les lois et c'est que l'État qui peut le faire, en fait. Donc, comme on a dit, la Convention, c'est un texte juridiquement contraignant. Tout État partie doit donc adapter ses lois, sa législation, pour que tous ces textes et lois sont conformés aux conventions. Donc, il y a 3 types d'obligations qui sont imposées aux États parties de la Convention. Les obligations sont de respecter, en fait, de ne nuire pas, de ne pas empêcher l'accès aux droits. Et donc, l'État eux-mêmes doivent respecter et éliminer tout l'obstacle à la jouissance des droits des personnes handicapées. Par exemple, l'État n'a pas le droit d'empêcher l'accès à l'école d'un enfant handicapé seulement pour la raison de son handicap. Ils ont aussi l'obligation de protéger les personnes contre les abus, inclus des abus de tiers. Donc, les États doivent prévenir et empêcher toute violation de ces droits par des tiers. Donc, par exemple, l'État doit mettre en place les cadres juridiques suffisants pour prévenir les abus d'employeurs privés vis-à-vis des personnes handicapées. Et bien sûr, les États ont aussi l'obligation de donner effet à cette convention, instaurer les articles de convention. Ça veut dire adopter et mettre en place les mesures et les ressources pour réaliser les droits. Donc ça rentre l'adaptation des lois et des politiques conformées avec la Convention, aussi développer des programmes et politiques pour mettre en œuvre les droits et allouer les ressources, comme je dis, nécessaires pour la bonne mise en œuvre. Et aussi promouvoir les droits des personnes handicapées, de créer un environnement propice à la réalisation des droits. Et aussi, l'État doit financer, organiser des formations, des campagnes de sensibilisation pour le public et les fonctionnaires qui travaillent dans le système public. Donc, mise en œuvre, mais aussi la suivi de la Convention. Comme je dis, les États, ils ont l'obligation de mettre les législations en conformité avec la CRPD, avec la Convention. Et on a aussi la notion de la réalisation progressive. Donc, ça ne veut pas dire que quand on ratifie la Convention, qu'on doit mettre en place tous les articles directement, mais les États doivent démontrer qu'ils sont en train de le faire. Donc, qu'ils sont en train de changer les lois, qu'ils sont en train de changer le budget, qu'ils sont en train de faire le mainstreaming ou l'éducation inclusive, même s'ils ne peuvent pas faire tout en même temps. Les États doivent aussi renforcer la capacité de ces institutions pour implémenter, contrôler et suivre les législations. Donc, ça veut dire former les ressources humaines, renforcer des institutions en général qui contrôlent et suivent les lois. Plus spécifique, l'article 33 décrire que l'État doit désigner un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la Convention. Ça peut être un comité, ça peut être dans un ministère, le point de contact pour toutes les questions qui sont liées à la Convention. Aussi, désigner un dispositif de coordination entre les différents secteurs et niveaux impliqués
Et aussi, très important, établissent un cadre indépendant chargé de promouvoir et suivre l'application de la Convention. Là, dans beaucoup de pays, on a le National Human Rights Institute, je sais pas, l'Institut national des droits de l'homme, qui sont indépendants et qui sont en charge de suivre et promouvoir en fait toutes les conventions, pas seulement la convention relative aux droits des personnes handicapées, mais aussi l'autre convention que l'État a ratifiée. L'État a aussi des obligations au niveau international. Donc, il y a des procédures qui disent que les États doivent rendre des comptes sur l'effort déployé pour mettre en œuvre la Convention. Et on fait ça en remontant un rapport au Comité aux droits des personnes handicapées, qui siège à Genève. Et là, la société civile, les associations de personnes handicapées peuvent, je crois, doivent contribuer à faire, influer cet rapport. Et ils peuvent aussi faire un rapport alternatif à le rapport officiel, qui est pris en compte de la comité. La comité fait aussi une enquête sur le pays, qui doit faire le rapport. Et là, il peut aussi se rencontrer avec la représentante de la comité. Donc, il y a différentes manières pour la société civile de faire l'advocacy aussi à niveau international. Et après ça, la comité fait des recommandations, l'observation finale à l'État pour améliorer l'implémentation de la Convention. Juste une petite note sur cette comité des personnes handicapées. Donc, c'est compris de 18 experts qui… Charlotte, excuse-moi. Oui. Un second. Alors, nous avons encore 20 minutes à peu près. Peut-être si tu peux arriver dans 5 minutes pouvoir conclure. Je sais qu'il y a beaucoup encore à dire, mais pour pouvoir laisser un peu d'espace pour des questions-réponses, j'aimerais que tu arrives à synthétiser encore un peu les autres éléments qui restent. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Je suis désolée. Bon, ces comités… non, ça va. Le secrétariat est le haut commissionnaire des droits de l'homme en Genève. Et je veux juste dire que donc ils font des observations générales et vous pouvez lire après quand on envoyait la présentation les différents exemples de types de recommandations qui fait la comité. J'ai pris ici des exemples de l'Union européenne ou un exemple de Soudan sur l'éducation. Et pour finir un peu, je veux juste mentionner un peu plus l'article 32 parce que c'est important, même que je ne sais pas exactement qui est dans l'audience, mais c'est en fait la convention, c'est la première convention qui a intégré un article spécifique concernant l'application dans le cadre de la coopération internationale. Donc, tout État partie à la Convention s'engage à que ces actions de coopération internationale respectent les termes de la Convention. Et c'est aussi important de dire que tout État doit également veiller que cette aide internationale ne crée pas de nouvelles discriminations ou barrières envers les personnes handicapées. Donc, c'est ça aussi. C'est pas que les actions sont inclusives, mais aussi que l'aide internationale ne crée pas de nouvelles discriminations ou barrières. Et je crois qu'on peut terminer là, Federico. C'était juste deux exemples que vous pouvez lire après. Quel type de questions on peut se poser pour voir si le système de santé de son pays est vraiment inclusif et accessible à personnes handicapées. Donc, c'est… Très bien, très bien. Merci Charlotte, merci. C'est très compliqué, bien évidemment, de synthétiser un élément aussi vaste que la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans un petit instant. Donc,
C'était vraiment remarquable ce que tu viens de faire. Donc, il y a déjà des questions là à se poser, un peu des exemples, mais bien évidemment, je suis intéressé à que vous, nos participants, vous pouvez poser des questions à notre experte. Donc, je vous invite à poser des questions à l'écrit. C'est beaucoup plus simple pour nous, comme la connexion Wi-Fi des fois ne sont pas parfaites. Alors, là, nous avons une première question, Charlotte, qui nous vient de la session précédente, qui concerne s'il y a déjà des outils de collecte d'informations pour classer les types des handicaps. Et après, je te rajoute aussi une autre question qui est posée par Evelyne Yanvinkun, un collègue du Burkina Faso, qui voilà, nous dit que j'ai une impression sur les questions de Washington parce que pour moi, c'est comme si on a des aides techniques et on n'est plus handicapé alors que malgré les aides, il y a encore des difficultés pour marcher, pour entendre, pour lire. Et voilà, là, c'est plutôt en réflexion. Chez nous, au Burkina, beaucoup de textes, des mesures sont prises pour faciliter la vie des personnes handicapées, mais l'application effective de ces textes reste un parcours difficile. Donc, en fait, là, la distance qu'il y a entre la convention et la réalité. Et voilà, Charlotte, je te laisserai peut-être commenter sur ces deux éléments, les outils, un peu la distance qu'il y a encore entre la convention et la réalité. Et après, on prend deux autres questions qui ont été posées par Hippolyte et Claire. D'accord. Donc, oui, il y a d'autres méthodologies pour mesurer les types de handicap. Vous avez la classification des OMS, qui beaucoup de pays utilisent ça pour faire la diagnostic et le type de handicap dans le système de santé. Et c'est ça que je connais plus. Là, cette classification, vous trouvez dans les pages des OMS. Et je ne peux pas expliquer ça en détail, mais oui, il y a d'autres types. Il y a aussi l'OMS qui a développé une méthodologie de faire des études spécifiquement sur l'handicap. Donc, il y a aussi d'autres types de classifications, des instruments qui collectent des données plus spécifiques sur des types de handicap et les barrières. Et j'essaye de lire les questions parce que j'ai oublié la deuxième, c'était sur le Washington Group. Et je peux pas répondre pourquoi ils sont mis les questions comme ça, mais j'imagine qu'ils veulent savoir que même s'il y a des techniques, il y a des difficultés pour marcher ou pour lire. C'est pour savoir l'échelle de fonctionnement. La difficulté que les personnes ont. Mais je ne peux pas, en fait, vous répondre à cette question. C'est mieux de se diriger à la page de Washington Group. Et la troisième, Federico, si tu peux m'aider. Oui, c'était un peu sur la distance entre ce qui est disons, le contenu de la convention, des textes des lois, etc., par rapport à ce qui est la réalité. Là, plutôt, c'était une réflexion de la part de Evelyne, une collègue burkinabé, qui elle réfléchit sur un point qui est indoutablement, sans doute important. Oui, c'est important. Ça, on va dans beaucoup de pays, en fait. Là, il y a une grande différence entre les politiques qui sont développées, les national, le plan d'action et la réalité des personnes handicapées. Je crois que c'est important d'essayer d'aider l'État de mettre en place, de pas seulement faire de plans d'action, mais aussi mettre des ressources. Parce que s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a pas un budget spécifique pour mettre en place les actions dans ce plan d'action,
ça va jamais être réalisé. Et je connais que dans beaucoup de pays, on a des beaux plans d'action, mais en fait, c'est très peu réalisé. Et c'est ça, c'est aussi important pour les associations des personnes handicapées d'être tout le temps fait l'advocacy à l'État, à le gouvernement national, à niveau local, pour essayer d'influer cette stratégie et tout ça, de leur dire que bon, on est là et il y a des choses qui se passent pas très bien. Et aussi utiliser les mécanismes, si c'est possible, de suivi de la convention, de ces organismes, de faire un rapport alternatif et tout ça. Ouais, c'est très important en fait ce que tu viens de souligner par rapport aussi à la question budgétaire et au lien entre la législation et les parties budgétaires, les postes budgétaires spécifiques. En fait, nous aurons aussi des formations en ligne dédiées un peu à cette thématique. Donc, je vous invite tous à nous suivre encore sur ces aspects. Alors, on passe à la deuxième partie des questions. Alors, d'abord, il y a une question de la part d'Hippolyte du RDC qui nous dit qu'en fait, il n'a pas pu nous joindre au tout début et qui pose une question très générique sur les droits et les devoirs des personnes handicapées. Sur ça, Hippolyte, je vous invite, une fois que ce séminaire soit terminé, vous aurez la possibilité de télécharger le séminaire, la vidéo d'ici peu, quand le séminaire sera terminé. Donc, je vous invite à voir le séminaire à nouveau parce que là, vous aurez tous ces éléments dont vous demandez. Je ne rentrerai plus dans cette question parce que sinon, on perdrait trop de temps et on a d'autres questions à aborder aussi. Donc, Charlotte, il y a une question de la part de Claire Beiriras qui nous demande Charlotte, vous avez mentionné l'existence de jurisprudence pour faciliter la mise en œuvre de la Convention. Où est-ce qu'il est possible de trouver ces données? Y a-t-il des organisations de la société civile ou de la coopération ayant utilisé précisément la jurisprudence pour le plaidoyer et le changement des lois et des politiques? Oui. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran, parce qu'il y a le page chez le OHCHR, le Haut Commissaire des droits de l'homme, où vous pouvez trouver toutes les commentaires généraux qui incluent les jurisprudences et expliquant les différents articles. Donc là, vous pouvez trouver... là, je sais pas, le page, c'est qu'en anglais ici, donc c'est dit le General Comments. Mais vous pouvez aussi, ici, vous avez accès de toutes les observations générales, de tous les rapports qui sont rendus compte à la comité, le feedback de la comité à les États, qui est aussi qui font partie de la jurisprudence de cette comité. Donc là, vous pouvez trouver ça. Vous savez aussi dans le page de International Disability Alliance, IDA, qui est un des réseaux internationaux qui regroupe les associations régionales et nationales des personnes handicapées. Ils ont aussi fait les différents documents qui regroupent les observations générales ou les recommandations des États à chaque article. On peut pas voir. Là, on peut voir aussi les différents commentaires qu'il a fait la comité. Et je vous invite aussi de voir leur page. Il y a beaucoup d'informations aussi, comment les personnes handicapées ont utilisé les différentes jurisprudences. Pardon. Bien, merci Charlotte. Alors, nous avons plusieurs questions, donc j'essaie à les regrouper aussi un peu pour les questions qui sont entre elles similaires. Je commencerai par une question posée par Maury Vauban qui demande au sujet du protocole facultatif et son mécanisme des plaintes individuelles. Est-ce qu'une plainte a déjà abouti? Ici, oui.
au regard de quel pays et de quelle problématique? Est-ce que nous avons des données déjà sur ça? Et je rajoute aussi 2 questions qui nous proviennent de Adiara Dao Traoré, qui pose 2 questions intéressantes. Une par rapport à l'existence au moins de sanctions prévues en cas de non-respect des obligations à l'endroit des États parties. Et une question aussi intéressante qui est: que faire au cas où la personne en situation de handicap elle-même refuse l'aménagement raisonnable? Donc, quoi faire dans cette situation? Charlotte, je te laisse la parole et en même temps, j'essaie à regrouper les autres questions qui ont été posées et de vous poser les autres questions dans quelques instants. Oui, le protocole facultatif, oui, il y a de plaintes individuelles, mais en fait, je ne peux pas dire exactement quel pays, mais vous le trouvez aussi dans le page que j'ai mentionné avant. Mais il y a, je ne sais pas combien, mais il y a des plaintes individuelles. Sur quelle problématique, je ne sais pas non plus. Je ne suis pas un expert de ça, mais vous pouvez le voir dans cette page. Mais il y a... la deuxième, c'était... Non, il n'y a pas de sanctions. C'est comme toutes les conventions, il n'y a pas de sanctions, sauf l'image de l'État, parce que c'est tout publié, c'est tout public. Donc, c'est le peer pressure entre les États qui peuvent donner mais il n'y a pas de sanctions. Si on a fait une plainte en accordance avec le protocole facultatif, ils disent que l'État doit compenser cette personne. Mais il n'y a pas d'instrument de sanction. Et s'il y a une personne qui refuse l'aménagement raisonnable, qu'est-ce que ça se passe? Bon, en fait, je ne sais pas si je ne connais pas un cas comme ça, parce que normalement, c'est la personne qui demande cet aménagement raisonnable pour l'aider. Donc, je n'ai pas rencontré quelqu'un cas où la personne a refusé cet aménagement raisonnable. Donc, je ne sais pas exactement si Ouais. peut-être si une personne refuse, ça veut dire que c'est son décision et s'il ne peut pas travailler parce qu'il ne veut pas ça, donc je crois que l'entreprise peut prendre des décisions à base de ça, mais je n'ai jamais rencontré en fait un cas comme ça. Ouais. Oui, merci, merci Charlotte. Alors, on a encore 5 minutes. Je prendrai une question un peu associée, 2 questions, 3 questions un peu ensemble. Et je m'excuse déjà avec ceux qui ont posé des questions ou des commentaires auxquels on n'aura pas le temps de répondre, mais malheureusement, le temps n'est pas sous notre contrôle complètement. Donc, en fait, il y a des questions qui se réfèrent à la désinstitutionnalisation du processus d'implémentation de la Convention et en particulier à ce qui pourrait être le rôle des organisations de la société civile pour faire en sorte que les pays, les États parties de la Convention appliquent effectivement les prévisions de la Convention. Donc, il y a plusieurs questions qui posent sur cet argument. Est-ce qu'il y a peut-être, toi, Charlotte, as quelques éléments à rajouter sur ça, sur le rôle des organisations de la société civile et comment est-ce qu'en fait, ils peuvent être en mesure de renforcer le plaidoyer des États? Oui, je crois que c'est important que des organisations, associations de personnes handicapées comprendre la Convention, bien comprendre la Convention, comment ils peuvent utiliser la Convention à niveau national et aussi essayer de se regrouper, de se mettre en lien entre les différentes associations, parce que, comme vous savez, dans un pays, il y a beaucoup de différentes associations. Parfois, il y a des conflits ou de malentendances entre eux, mais pour être un interlocuteur crédible à l'État, c'est bien d'essayer de se regrouper, de se faire parler avec une voix
ensemble dans quelques sujets qui sont primordiaux. Donc, je crois que la coordination et être ensemble, c'est vraiment important. Mais aussi de former des personnes peut-être il y a beaucoup d'organisations des grandes villes, mais il y a beaucoup moins d'organisations, d'associations dans les villages ou dans les campagnes. Et c'est si important que les associations des personnes handicapées aussi donnent d'appui à les personnes qui ne vivent pas dans les villes pour essayer de augmenter la représentation de ses membres. Il y a des différentes formations, je sais, il y a des ONG qui donnent la formation. On a encore une fois la collaboration entre IDA et le IDDC, le Consortium international de développement de handicap, qui donne une formation qui s'appelle Bridge, qui a le but de former des trainers, de formateurs sur la convention, l'application de convention. Vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de les deux associations, les deux réseaux, pour avoir plus d'informations sur ça. C'est primordial de connaître la convention et aussi connaître la situation nationale où on travaille. Très bien, merci Charlotte. En fait, ça, c'est une thématique très vaste, très intéressante. Sur ça aussi, on va traiter des petites formations en ligne, donc vous pouvez rester informé sur ça. Alors, on a encore 3 minutes. Moi, je prendrai une dernière question, en fait, en associant 2, et après, on va terminer. Alors, la dernière question concerne un peu les aspects innovatifs de la Convention. Quels sont, Charlotte, si tu arrives à résumer dans 3-4 mots ce qui sont les éléments de majeure innovation apportés par la Convention par rapport aux autres conventions des droits de l'homme, des droits humains, comme par exemple la Convention relative aux droits des enfants qui est mentionnée par Hippolyte dans une autre question. Mais dans quelques petits mots, quels sont les mots-clés qui identifient les innovations menées, apportées par la Convention, à ton avis? Et je crois que c'est la participation des personnes handicapées dans toute la mise en œuvre de la Convention, c'est important, qui est bien souligné dans différents articles de la Convention. Aussi l'aménagement raisonnable et qui disent que ça peut être aussi une discrimination s'il n'y a pas un aménagement raisonnable. Parce que ça, c'est important parce qu'il souligne l'importance de l'égalité des chances, égalité d'opportunités. Et pour les personnes handicapées, ça peut être aussi la discrimination positive, on donne des aménagements raisonnables pour avoir les mêmes opportunités, les mêmes chances que les autres pour avoir accès à ce droit. Je crois que c'est le meilleur et aussi l'aspect que la Convention a, c'est un instrument du développement en tant que aussi un instrument des droits de l'homme, parce qu'il y a beaucoup d'obligations sur le développement, pas seulement de respecter les droits, mais et c'est la première fois que je crois qu'une convention a ces deux dimensions. Comme par exemple l'article 32, qui oblige les États d'amener une coopération internationale inclusive des personnes handicapées. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, je m'excuse encore avec ceux qui ont posé d'autres questions auxquelles on ne va pas répondre, mais malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions posées. Il y a des éléments encore par rapport au budget, aux éléments financiers qui sont bien entendu très importants, mais qu'on a déjà un peu abordé avant et que Charlotte a déjà un peu traité dans les réponses précédentes. Donc, il ne me reste qu'à vous inviter à suivre encore les autres séminaires en ligne de Combler l'écart. Vous allez recevoir après ce séminaire un mail avec tous les documents qui ont été utilisés pour la préparation
de cette session et avec un petit questionnaire que je vous invite de cœur à répondre parce que ça nous aidera à améliorer les prochaines formations. Il y en aura un total de 12, y inclut celle-ci qui vient de se conclure, et qui traiteront différents aspects du handicap et développement. La prochaine formation est un calendrier pour fin avril à peu près. On a encore une date exacte, mais on vous la communiquera le plus tôt possible, qui concernera les relations entre les objectifs de développement durable et la Convention des droits des personnes handicapées. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation, mais surtout un très grand merci à Charlotte pour l'excellente présentation et le travail mené aujourd'hui. Il me reste que vous remercier de cœur à toutes et à tous et vous souhaiter une très belle journée, une très bonne continuation. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup.